Madagascar, toi si belle, dit la chanson. La faune et la flore de l'île Rouge sont d'une richesse exceptionnelle. On ne s'étonnera guère que le rapport des Malgaches à la nature soit imprégné de spiritualité. Les mythes, le culte des ancêtres et la musique jouent encore un rôle majeur au sein de la société malgache. Madagascar se trouve dans l'océan Indien, à 400 km des côtes africaines. C'est la 4e plus grande île du monde. Elle est totalement détachée des autres terres depuis 90 millions d'années. Les premiers occupants sont arrivés à Madagascar il y a 2 millénaires. Ils venaient d'Asie, du Proche-Orient et d'Afrique. Aujourd'hui, le peuple malgache est une mosaïque d'ethnies d'origines diverses, aux us et coutumes très variés. Anakao, dans le sud-ouest de l'île, est un village de pêcheurs vésos. Il est très difficile d'y accéder par voie terrestre. Le peuple véso pratique une pêche traditionnelle. Les enfants apprennent très jeunes à manier le filet, le harpon et l'hameçon. Les pirogues sont le bien le plus précieux des vésos. Elles servent aussi bien à la pêche qu'au transport de marchandises. Le bateau est le moyen le plus aisé de se déplacer d'un point à l'autre de la côte. Les environs d'Anakao sont en effet inhospitaliers et difficilement praticables. La forêt d'épineux commence à quelques mètres seulement de la mer. On raconte qu'elle est hantée par les esprits. Elle est aussi peuplée de nombreux animaux capables de supporter la sécheresse, comme le microcèbe de la famille des lémuriens, ou le koua à tête rousse. La tortue étoilée de Madagascar possède une magnifique carapace, ce qui explique qu'on la trouve dans les terrariums du monde entier. Mais ici, elle est menacée d'extinction. Les forêts d'épineux du sud-ouest de l'île abritent une flore très riche. De nombreuses espèces n'ont encore jamais été étudiées par la science occidentale. Mais les guérisseurs malgaches, eux, connaissent les vertus médicinales de chaque plante, chaque fleur, chaque écorce. La pharmacie verte est à la base de leur art. Les forêts d'épineux ne paraissent guère accueillantes. Pourtant, elles abritent une faune et une flore extraordinaires, adaptées à l'aridité de la région. Pour lutter contre la chaleur et la sécheresse, les espèces végétales stockent l'eau dans leurs feuilles ou leurs troncs et se hérissent d'épines. Ce passereau de la famille des nectarinidés se désaltère dans une fleur d'aloès. La plupart des espèces animales et végétales des forêts d'épineux de Madagascar ne se rencontrent nulle part ailleurs. C'est le cas de ce caméléon. Sa démarche très lente imite le balancement des branches. Pour passer d'un arbre à l'autre, il se glisse au bout d'une branche et tente d'attraper la suivante en comptant sur le vent pour le rapprocher au maximum. C'est d'autant plus périlleux qu'il est alors visible des rapaces.
Et voilà, il rentre vite sous le couvert des épineux. Le Dangalia possède un troisième œil sur le sommet du crâne. C'est un organe photosensible, sans doute lié à son rythme biologique, que l'on dit circadien, car il fonctionne sur 20 à 24 heures. La région a beau être aride, le sous-sol contient de l'eau. Ces grottes se sont formées à la préhistoire. Les oiseaux nocturnes s'y réfugient durant la journée. Les poissons aveugles y vivent dans l'obscurité la plus totale depuis des millions d'années. Leurs yeux se sont totalement résorbés. Les Vésos sont littéralement les enfants de la mer. Rares sont ceux qui ont les moyens d'acheter un bateau à moteur. Aujourd'hui encore, de nombreuses familles Vésos vivent sur l'eau. Elles naviguent d'île en île le long du grand récif de corail qui borde la côte ouest de Madagascar. Les eaux y sont très poissonneuses. Mais les grands bateaux de pêche internationaux leur disputent désormais le terrain, menaçant de plus en plus leur survie. Le récif est un véritable paradis sous-marin, encore largement vierge. Mais les effets du réchauffement climatique s'y font ressentir. La température de l'eau augmente et les coraux disparaissent. Malgré cela, le récif réussit encore à se régénérer pour le plus grand plaisir des rares touristes et des pêcheurs Vésos. Le phaéton à brun rouge est un oiseau plongeur. Il vit en haute mer toute l'année, sauf au moment de la ponte et de la couvaison. Il se pose alors sur la petite île de Nosy Be, à une demi-heure de pirogue d'Anakao. Elle a l'avantage d'être dépourvue de rats. Ce petit a encore le bec noir. Pourtant, il a 6 semaines. C'est quasiment un adulte, et les parents restent de moins en moins au nid. Madagascar est parfois appelée l'île continent. 1500 km séparent le sud-ouest aride du nord-est humide. La région de Marwansetch possède un climat tropical. De gros nuages y donnent de la pluie tous les jours. La forêt vierge recouvre la presqu'île de Maswal et le pourtour de la baie d'Antongil. Sa biodiversité est unique au monde. Même la piste d'atterrissage de Marwansetch est entourée d'arbres. La capitale régionale compte 22 000 habitants. C'est une plaque tournante du commerce d'épices. Augustin Sarovy est guide dans un parc naturel. Il compose des chansons et milite pour la protection de l'environnement.
Marwan Setch est un gros bourg rural. Ses habitants vivent au beau milieu de la nature. Augustin nous conduit chez Félix Mélingy. Son jardin est connu des biologistes du monde entier. Il abrite d'étonnants habitants, comme les crapauds rouges de Madagascar. Ces batraciens ne se rencontrent que dans la région et viennent se reproduire dans cette mare. À la demande des chercheurs, Félix note tout ce qui les concerne. Si Félix travaille pour la recherche, Augustin, lui, sensibilise la population locale à la protection de la nature. Son outil est la musique. Les enfants aiment beaucoup la chanson qu'il a composée sur Sao Gongongo, le crapaud rouge. Le crapaud rouge veut vivre, mais les hommes l'en empêchent. Maman, laisse la vie sauve au crapaud rouge. Les comptines sont un bon moyen d'apprendre aux enfants à respecter et à protéger les animaux. En dehors de la période de reproduction, le crapaud rouge vit en forêt. Pendant la journée, il somnole, caché sous des feuilles mortes. C'est tout l'inverse des indris, actifs dès les premières lueurs du jour. Ils grimpent tout en haut des arbres pour grignoter des feuilles tendres. Ce sont les plus grands des lémuriens, une branche de primates qui ne se rencontre qu'à Madagascar. Selon une légende malgache, les lémuriens auraient les mêmes ancêtres que l'homme. Il est interdit de les chasser ou de consommer leur viande. Chaque groupe marque son territoire en émettant des cris sinistres. Cela ne l'empêche pas de surveiller les environs pour être sûr qu'aucun intrus ne pénètre chez lui. Après ce ramdam matinal, le calme revient dans la forêt et les indris se consacrent à leur toilette et au repas. Augustin et Félix sont guides dans le parc national de Maswal. Ils connaissent presque tous les animaux et savent où les trouver. Les lémures à front blanc sont une autre espèce de lémurien. Ils vivent dans les forêts primaires du nord-est de Madagascar. Le gecko à queue plate est une autre espèce rare. Il se fond parfaitement dans son environnement. En journée, il somnole sur un tronc d'arbre, la tête à l'envers, et ne bouge que si on le dérange. La nuit, il part en quête d'insectes. D'après les croyances malgaches, les âmes des bébés morts vivent dans des arbres fougères comme celui-ci. Ces arbres sont frappés d'un tabou qui les protège plus sûrement que tous les arguments des écologistes. Le parc de Maswal est la plus grande réserve naturelle du nord-est de Madagascar. La mer et la forêt s'y côtoient. Derrière la plage, le terrain boisé s'élève à pic.
Par ici, il n'y a ni route, ni téléphone portable, ni Internet. Les pirogues sont le seul moyen de transport de la population locale. Elle est la seule autorisée à pêcher dans ces eaux. Les rares villages se cachent au milieu de la forêt. Ils ne sont accessibles qu'à pied. Mais tout visiteur est accueilli en fanfare. Une planche en guise de scène et tout le monde participe à la fête. Les chants ne s'arrêtent qu'à la tombée de la nuit. Les villageois rentrent chez eux. Plus personne ne s'aventurera dans la forêt à cette heure. On craint les esprits plus que les animaux qui sont inoffensifs pour la plupart. Alors que les oiseaux se blottissent pour la nuit, le Fanaloka est de sortie. C'est l'une des rares espèces carnivores de Madagascar, mais il ne s'en prend jamais à l'homme. Sur la presqu'île de Maswal, le niveau des précipitations est parmi les plus élevés au monde. Certaines années, il tombe jusqu'à 4000 mm d'eau. Les masses nuageuses des alizés se transforment en pluie au-dessus des montagnes escarpées de l'Est. La forêt primaire absorbe l'eau comme une éponge. C'est un paradis pour les espèces qui aiment l'humidité. Madagascar a longtemps été coupée du reste du monde. L'isolement de la population et la beauté extraordinaire de l'île ont nourri des croyances spécifiquement malgaches. De nombreux fadis ou tabous entourent aussi bien des animaux ou des arbres que des lacs ou des montagnes. Pour certains malgaches, les caméléons portent bonheur. Pour d'autres, c'est l'inverse. Ils peuvent aussi héberger les âmes des défunts. Mais pour tous, montrer un caméléon du doigt porte malheur. Augustin et Félix ne transgressent pas cet interdit. Madagascar est le royaume des caméléons. Une 60aine d'espèces vivent dans les différentes zones climatiques de l'île. C'est la moitié des espèces recensées au monde. Augustin connaît de nombreux contes et légendes sur les caméléons. Il y a très longtemps, le caméléon était l'animal le plus rapide de la Terre. Mais un jour, il croisa le Fils de Dieu. Il courut si vite que dans sa précipitation, il l'écrasa. De colère, Dieu jeta alors le caméléon à terre, où il perdit conscience. Lorsqu'il revint à lui, il jura qu'on ne l'y reprendrait plus. Depuis, il regarde bien autour de lui avant d'avancer. Et il mesure chacun de ses pas pour être bien sûr de n'écraser aucun fils de Dieu. Voilà pourquoi le caméléon se meut avec une telle prudence.
Le caméléon est un chasseur solitaire. Capable de voir à 1 kilomètre de distance, il scrute l'horizon à la recherche d'une proie. Lorsqu'il en a repéré une, il projette sa langue à la vitesse de l'éclair. À la lisière du parc de Maswal, des femmes transportent du sable. Leur village construit un petit barrage dans la forêt. Le sentier est étroit et l'acheminement des matériaux est malaisé. Le barrage servira à irriguer les rizières. Le travail est pénible, mais le village tout entier met la main à la pâte. Un réseau de canaux conduira l'eau jusqu'aux rizières. Le riz est l'aliment de base des Malgaches. Partout où il y a de l'eau à Madagascar, il y a une rizière. Mais les superficies cultivées restent petites, car il y a peu de terres agricoles entre les montagnes. En l'absence de route, ces villages reculés sont contraints de vivre en quasi-autarcie. Tout ce qu'ils ne produisent pas eux-mêmes doit être acheminé en pirogue ou à pied. La ville la plus proche est à plusieurs jours de marche. Malgré tout leur travail, les femmes trouvent encore le temps de se faire une beauté. Tout au long de l'année, la terre de Madagascar donne du riz, des légumes et des fruits comme la papaye, le jacquier ou la mangue. Dès qu'il y a un peu de terrain entre les montagnes, les Malgaches cultivent aussi du café. Le café se récolte à la main parce que les fruits n'arrivent pas tous à maturité au même moment. Les femmes traitent les fruits pour débarrasser les fèves de leur enveloppe charnue. Elles les décortiquent au pilon et les mettent à sécher au soleil. Les fèves destinées à la consommation des villageois sont torréfiées sur le feu. Le café est l'un des premiers produits d'exportation de Madagascar. Mais la vanille est encore plus importante pour l'économie malgache. La baie d'Antongil est l'une des principales régions productrices. La culture de la vanille exige beaucoup de main-d'œuvre, de la fécondation de la fleur à la récolte des fruits avant maturation. La vanille est une plante grimpante de la famille des orchidées. Elle pousse souvent sur les caféiers. C'est de l'argent qui pousse sur de l'argent, plaisantent les Malgaches. Après la récolte, les gousses sont séchées puis affinées pendant plusieurs mois. C'est durant cette période que l'arôme se développe. Au centre de l'île, les hauts plateaux sont couverts de rizières.
Tananarive, la capitale de Madagascar, est située à 1200 mètres d'altitude. La riziculture a accaparé tous les terrains plats environnants et la ville est bâtie sur 7 collines. Près de 2 millions d'habitants s'y entassent, soit environ un malgache sur 10. La population malgache se divise en plusieurs ethnies issues des migrations indonésiennes, malaises, indiennes et africaines. Une langue commune unit ce peuple métis. Sur les marchés de Tana, comme les Malgaches appellent leur capitale, on trouve des dizaines de variétés de riz. C'est de loin la denrée la plus vendue. Le petit commerce fleurit et les paysans des environs viennent à la ville vendre leur production ou le fruit de leur pêche. Sur les hauts plateaux du centre de Madagascar, villes et villages se succèdent le long de la route. Mais en arrivant dans l'Anjingitcha, la population devient plus clairsemée. Dans ces montagnes reculées aussi, on vit quasiment en autarcie. La ville la plus proche est à 50 km et personne ou presque ne possède de voiture. Depuis la création du parc national d'Anjingitcha, la région est pourtant dotée de routes et de ponts. Ici, l'attention à l'environnement ne date pas d'hier. Pour les paysans de l'Anjingitcha, qui doivent tout fabriquer eux-mêmes, ces papyrus sont une matière première précieuse. Les femmes en font des articles de vannerie, tapis, corbeilles ou chapeaux. Elles les vendent parfois au marché pour compléter leurs revenus. La plupart des habitations du centre de Madagascar sont des constructions en dur à 2 étages. Elles protègent du froid en hiver et des fréquents orages en été. Bien que le massif d'Anjingitcha soit difficile d'accès, il attire des visiteurs du monde entier. Tout le village connaît ces chants qui se transmettent de génération en génération. Ils parlent d'amour et de nostalgie. Il fait froid à 2000 mètres d'altitude. Le feu qui brûle sous la marmite de riz réchauffe un peu les hommes. Les sommets majestueux du massif d'Anjingitcha disparaissent derrière les nuages. Pour les habitants, ces montagnes sont sacrées et peuplées d'esprits. Le parc national d'Anjingitcha est exceptionnel. Il abrite de nombreuses espèces animales et végétales qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Ce vaste plateau est accessible à tous depuis 1998 seulement. Il accueille 4000 visiteurs par an. L'ascension est difficile, mais les orchidées très rares qui poussent sur ces prairies de montagne attirent de nombreux botanistes.
Napoléon Rakoto-Jaona est l'un des guides du parc. Il en connaît chaque espèce, végétale ou animale. Le plateau est un immense réservoir d'eau. Plusieurs ruisseaux s'y rejoignent avant de tomber en cascade. Les cascades du roi et de la reine sont sacrées. D'après la légende, un souverain sans héritier et son épouse s'y sont baignés et 9 mois plus tard, la reine enfantait. Napoléon choisit d'invoquer ses ancêtres ici. Il commence par leur offrir du rhum. En tant que chef de sa famille, c'est à lui de demander conseil et protection aux ancêtres. Le culte des ancêtres reste très important à Madagascar. Il est au cœur des croyances de la plupart des Malgaches, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou bouddhistes. Les eaux dévalent la montagne jusqu'à la forêt. Elles se divisent alors en 1000 ruisseaux qui parcourent le sous-bois. La forêt humide abrite une myriade d'oiseaux et d'insectes. Dans les rayons du soleil, la néphile dorée de Madagascar tisse une toile qui peut mesurer 2 mètres de large. Son fil doré est si résistant qu'il y a un siècle, certains ont voulu le récolter pour fabriquer de la soie. Mais il fallait une telle quantité d'araignées pour obtenir quelques centimètres carrés de tissu que la production a vite été abandonnée. La riziculture est gourmande en eau, mais l'Anjing-Yitcha n'en manque pas. Les Betsileo entretiennent le réseau d'irrigation de leur rizière depuis des siècles. Un système complexe de distribution de l'eau leur permet d'irriguer le moindre centimètre carré de terrasse. Un groupe de lémurs kata vit dans la forêt, au pied des montagnes. La famille compte une vingtaine d'individus. Les lémurs kata sont très bavards et communiquent entre eux par des cris. Reconnaissables à leur queue rayée de noir et blanc, ils sont les mascottes de Madagascar. Plus on avance vers l'ouest, plus le paysage est aride. Près de Murundav, d'immenses baobabs emblématiques de Madagascar bordent une allée. Les plaines de l'ouest malgache formaient autrefois le royaume Sakalav. Malgré la sécheresse du climat, on y cultive du riz, l'eau nécessaire est puisée dans les fleuves environnants. Le zébu occupe une place importante dans la société Sakalav. On en sacrifie toujours un aux enterrements. D'après la légende, Dieu a planté les baobabs la tête à l'envers par erreur. C'est pour cela que leurs racines pointent vers le ciel. On prête à ces arbres des vertus prodigieuses. Les baobabs de ce lac, par exemple, sont réputés soigner la stérilité.
Quoi qu'il en soit, ces arbres majestueux dégagent au crépuscule un charme envoûtant. Ici, la nuit qui tombe n'est pas synonyme de silence. Car lorsque la journée de travail s'achève, certains font la fête. Ces jeunes musiciens jouent des airs à la mode. Ils ont bricolé eux-mêmes leurs instruments avec beaucoup d'adresse et d'imagination. Personne ne se formalise d'une ou de fausses notes. La mer est à 1 heure de voiture de l'allée des Baobabs. Les boutres, ces petits voiliers originaires de la mer Rouge, sont visibles tout le long de la côte ouest de Madagascar. De nombreuses mangroves bordent le littoral. Elles protègent les terres des cyclones. De puissantes racines ancrent les palétuviers dans le sol marécageux. Lorsqu'ils tombent, leurs fruits en forme de flèches vont se planter dans la vase. Le crabe violoniste est ici chez lui. À marée basse, il sort de son terrier pour aller manger. Il se nourrit de débris organiques trouvés dans la vase, qu'il filtre dans sa bouche. Il rejette les résidus sous forme de boulettes. L'alternance des marées ne nuit pas aux arbres de la mangrove, bien au contraire. Ce sont des espèces à part, qui ont besoin de l'eau salée de la mer. Autre espèce hors norme, le périophthalme, un poisson amphibie qui vit davantage à terre que dans l'eau. Les mangroves nourrissent une infinité de crustacés, d'insectes et d'oiseaux. Les poissons viennent aussi y frayer. L'entrelac des racines protège efficacement les alevins, même si, une fois adultes, ils risquent de finir dans les filets des pêcheurs en haute mer. Dans la mangrove, en tout cas, la pêche est maigre. Les pêcheurs passent souvent la journée entière dans leur pirogue. Ils peinent à nourrir leur famille, mais la pêche est la seule activité possible dans la région. Alors, ils se risquent en haute mer pour pêcher de gros poissons. Belleau-sur-Mer est réputé pour ses chantiers navals artisanaux. On y perpétue le savoir-faire d'un charpentier de marine breton, envoyé ici il y a plus d'1 siècle. Pour tordre les planches de bois dur, on les place au-dessus d'un feu après les avoir enduites d'huile de poisson. La construction d'un boutre peut prendre des années, en fonction des aléas financiers du client. Les interstices entre les planches sont comblés avec des fibres. Puis, on calfate la coque avec de la poix. À la fin de l'opération, le bateau est étanche.
Les enfants se fabriquent de petits bateaux avec des bouts de bois et des sacs plastiques. Manœuvrer un boutre n'est pas aisé. Il vaut mieux commencer l'apprentissage tôt. À bord, aucun instrument de navigation. Et il n'y a pas de moteur non plus. Le capitaine et son équipage ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Mais forts de leur expérience, ils rentrent toujours à bon port, en cas de tempête, comme de calme plat. Madagascar a bien changé depuis que les premiers hommes y ont débarqué. Mais les Malgaches ont su préserver la beauté exceptionnelle de leur île. La chanson ne ment pas. Madagascar, toi si belle. Yeah.